pouvoir ne se gère pas dans la rue. Le pouvoir s'exerce dans les sanctuaires. Et c'est ceux qui ont accès aux sanctuaires qui sont à la manœuvre du pouvoir. Il faudrait faire le distinguo entre l'exégèse constitutionnelle et la pratique quotidienne, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale. Certes, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui prévoit, par exemple, la fréquence des remaniements ou alors qui prévoit que le président est tenu de procéder à un remaniement dans un délai X ou Y. Ça, c'est vrai. Mais ce que nous disons, ce qui nous interpelle ici, c'est la pratique, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale. Et vous faites bien de le dire. Il y a comme une cacophonie qui se dégage. Au-delà de la cacophonie, c'est-à-dire que le fait de l'incohérence, n'est-ce pas, entre l'action d'un ministre d'un département et d'un département à un autre. Edmond Kati ouvre son analyse par une distinction méthodologique qui mérite d'être retenue entre l'exigence constitutionnelle et la pratique quotidienne de l'action gouvernementale. Il y a un fossé que les défenseurs du statu quo tendent à combler abusivement. Certes, aucune disposition de la Constitution camerounaise ne fixe un délai de remaniement. Mais cette lacune textuelle ne saurait exonérer le pouvoir exécutif des obligations implicites qu'impose l'efficacité administrative. Edmond Kati nomme les faits avec une précision d'analyste. Des postes ministériels vacants suite à des décès ou des démissions cumulées par des ministres dont l'efficacité est structurellement compromise. Il y a également cet immobilisme-là. Il y a également que nous avons constaté qu'au sein de cet appareil gouvernemental, outre les démissionnaires, il y a des décédés qui ne sont pas remplacés. Nous avons quand même des postes importants qui sont occupés, qui sont cumulés par certains ministres. Vous avez le ministre de, je sais pas, celui qui a remplacé Tiroma et celui qui a remplacé Belobouba, démissionnaires, et ça tarde depuis. On se demande quelle peut être leur efficacité, n'est-ce pas, dans, je vais dire, la coordination de ces deux départements. Est-ce que ça veut dire que c'est pas des départements qui comptent aussi, qui sont aussi importants que ça pour le développement de la nation, au point où quelqu'un à lui seul va aller coordonner simultanément deux départements? On se pose ces questions. Des entreprises publiques dirigées par des responsables de 40 ans de mandat incapables de nommer un seul brevet déposé en une décennie sous leur gouverne. Un conseil des ministres devenu une institution fantôme dont plus personne ne se souvient de la dernière réunion. On se rend quand même compte qu'il y a comme une paralysie, n'est-ce pas, de l'appareil gouvernemental. On se rend quand même compte qu'il y a comme une certaine fébrilité qui se dégage. C'est certains ministres, vous l'avez dit, il y en a qui ont vidé leur bureau. On peut comprendre l'état d'esprit, n'est-ce pas, des gens qui sont dans l'attentisme au quotidien, qui se demandent à quelle sauce je vais être bouffé. Ça leur enlève, n'est-ce pas, la pleine capacité d'agir pour l'intérêt de la nation. Ça leur enlève, qu'on le veuille ou non. Ce tableau n'est pas celui d'une administration en pause stratégique. C'est celui d'un appareil d'État en état d'usure avancé, maintenu en apparence par la force de l'inertie bureaucratique, mais incapable de produire de l'impulsion politique réelle. Edmond Kati parle de fossilisation. Le terme est d'une précision clinique, une pétrification progressive qui conserve la forme sans le mouvement. Quand on nomme un ministre, il y a une feuille de route. Vous n'allez quand même pas me dire que ceux qui sont là depuis 24 ans continuent de procéder, d'agir sur la même feuille de route qui leur a été confiée depuis 24 ans. L'un des constats les plus lourds de sens dans l'intervention de Edmond Kati concerne le Conseil des ministres. Cette instance prévue par la Constitution est normalement l'espace où le chef de l'État confronte directement ses ministres à leurs résultats, donne des orientations nouvelles et arbitre les conflits interdépartementaux.
Sa disparition progressive n'est donc pas anecdotique. Elle signifie que la coordination gouvernementale s'effectue par d'autres canaux moins formels, moins transparents, plus propices aux influences informelles. On se pose des questions. À quel moment est-ce que le chef de l'État, même s'il est constant, qu'il reçoit quand même le Premier ministre pour lui donner des orientations, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir que on ne peut pas dénaturer un certain nombre de choses. Le Conseil des ministres, c'est pas de manière fantaisiste que ça devrait se tenir. C'est l'occasion où le chef de l'État regarde ses ministres droit dans les yeux et voit avec eux les rapports qu'il reçoit, par exemple de son Premier ministre qui lui dit bon, ça ne marche pas bien dans tel département, ça va pas très fort dans tel autre département, ça va pas très bien, ça va très bien, il faut peut-être donner encore plus de punch dans un autre département. Ça ne se tient plus, ça ne se fait plus. Dans un État où le Conseil des ministres ne se réunit plus régulièrement, c'est le modèle du gouvernement par décret nocturne qui s'impose. Une gestion éparpillée, sans confrontation collective, sans responsabilisation publique des ministres devant leur père et devant le chef de l'État. L'analyste souligne que le Premier ministre peut certes transmettre des rapports ponctuels, mais que cela ne remplace pas la dynamique d'une session plénière où les insuffisances sont exposées et les priorités réorientées. Cette lecture institutionnelle rejoint par un chemin différent les analyses de ceux qui voient dans l'absence de remaniement non pas une stratégie délibérée, mais le signe d'une présidence déconnectée de la mécanique quotidienne de l'État. Si le chef de l'État ne convoque plus le Conseil des ministres, peut-il réellement arbitrer les rivalités interministérielles, imposer des changements de cap, de procédés en connaissance de cause à un remaniement ministériel? On ne peut pas se limiter à l'exégèse ou alors à l'interprétation stricto sensu de la rigidité textuelle pour dire que non, le président n'est pas tenu, il a tout son temps. Il faut également comprendre que le président, qu'on le veuille ou non, c'est un employé. C'est l'employé des Camerounais qui lui ont confié un mandat. Et quand tu lui confies un mandat, ils ont des aspirations, ils ont des attentes. Ils attendent. C'est parce qu'ils ont conscience que dans tel secteur, ça bouge pas très fort. Dans tel autre secteur, ça bouge pas très fort. La constitution camerounaise de 1996, révisée, prévoit que le président de la République préside le Conseil des ministres. En pratique, cette instance s'est progressivement raréfiée, remplacée par des audiences bilatérales et des transmissions des dossiers. Ce glissement institutionnel, noté par plusieurs observateurs, réduit mécaniquement la capacité du chef de l'État à exercer une coordination gouvernementale effective. Edmond Kati déploie son analyse vers un terrain qui dépasse le seul remaniement. La question de la reproduction des élites dirigeantes, des ministres à la tête des départements clés depuis 24 ans, des directeurs généraux d'entreprises publiques dans la cinquantaine avancée, incapables d'insuffler la dynamique d'innovation que leur secteur exige. Ce n'est plus de l'attentisme, c'est de l'obsolescence institutionnalisée. Et aujourd'hui, je vous le dis, l'un des problèmes que nous avons, c'est cette fossilisation qu'il y a à la tête de nos départements. Je ne sais pas si c'est le maire qui parlait des entreprises publiques qui sont pour la plupart moribondes. Et donc, il y a comme une inertie qui s'est dessinée au sein des départements, au sein des directions de nos entreprises. Il faut donner du sang neuf. Prenons le cas du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation cité explicitement ici. Dans un contexte mondial où les enjeux géopolitiques se jouent désormais sur le terrain technologique et de l'innovation, intelligence artificielle, biotechnologie, transition énergétique, un ministre incapable de comptabiliser les brevets déposés sous son mandat est une anomalie structurelle.
pas simplement un problème de personne. L'immobilisme à ce niveau ne coûte pas qu'en efficacité administrative, il coûte en compétitivité nationale, en positionnement géostratégique, en capacité à capter les investissements de la nouvelle économie. On a des directeurs généraux qui sont à 40 ans au sein, n'est-ce pas, au même poste. Est-ce que vous pensez que cela peut susciter le dynamisme nécessaire pour, n'est-ce pas, porter au firmament de la réussite, n'est-ce pas, une entreprise d'État? Non. Vous avez des ministres qui sont ministres de la recherche scientifique. À un moment où vous voyez que l'écosystème géopolitique mondial bouge énormément, vous avez des ministres à la tête des départements comme la recherche scientifique qui sont à 24 ans, mais qui ne peuvent pas vous dire que voilà le nombre de brevets que j'ai fait déposer. Même lecture pour le ministre du Commerce. 24 ans de présence à la tête d'un département dont la mission est précisément d'adapter l'économie camerounaise aux évolutions du marché mondial dans un contexte de réconfiguration des chaînes de valeur et de montée en puissance des acteurs asiatiques et du Golfe. L'inertie n'est pas neutre, elle est une forme active de régression relative. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, vous avez des ministères comme le ministère du Commerce, 24 ans, et vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup. Et donc, il me semble que non, il faut qu'on sorte de cette rigidité textuelle pour dire que non, dans la pratique, dans les faits, il y a problème, il y a panne, il y a quelque chose qui est grippé, et le chef de l'État, conformément à sa promesse, devrait donc donner du sang neuf, devrait donner une bouffée d'oxygène, n'est-ce pas, je vais dire, à cette administration pour que véritablement ça bouge et que l'économie, n'est-ce pas, redémarre. L'homme rappelle que Paul Biya lui-même avait inscrit dans son programme électoral le thème du mandat des jeunes et des femmes. Entre la promesse rhétorique et la réalité des nominations qui reproduisent à l'identique les équilibres de clientèle existants. La distance est mesurable et cette distance-là est politique, pas seulement administrative. Je ne pense pas que le président était simplement dans un slogan quand il parlait du mandat des jeunes et, n'est-ce pas, des femmes. Je ne crois pas qu'il était simplement dans un slogan. Si c'était le cas, je dirais qu'il a peut-être réussi à faire sourire quelques Camerounais, mais il faudrait qu'au-delà de ce sourire, qu'il leur garantit, n'est-ce pas, je vais dire, un bien-être sérieux. Le débat autour de la nomination du vice-président constitue le prisme à travers lequel se lisent désormais toutes les tensions du système, car désigner un vice-président n'est pas un acte administratif ordinaire. C'est potentiellement désigner un dauphin, ou du moins signaler clairement vers quel pôle d'influence le centre de gravité de la succession s'oriente. Chaque grande sensibilité régionale, clanique, institutionnelle a intérêt à influencer ce choix ou, à défaut, à en retarder l'échéance. La logique des vétos croisés s'impose alors avec une clarté qui trouble l'esprit. Si aucun camp ne peut imposer son candidat, le résultat n'est pas un compromis, c'est le blocage. L'immobilisme n'est pas l'absence des politiques, c'est une politique du statu quo imposé par l'équilibre des forces. Chaque faction qui ne peut pas gagner choisit de ne pas perdre. Et ce calcul collectif produit une paralysie que personne n'a délibérément choisi, mais que tous contribuent à maintenir. Si on vous met un vice-président qui est comme un cheveu tombé dans la soupe, et on met Edmond Kouyaté, par exemple, ministre de l'économie, mais qui est dans la vision totalement peut-être chinoise, si il n'y a pas un mix, ça va poser un problème dans l'exécutif. Ça fait donc que, c'est pour ça à que mon sens, ça fait partie des raisons. Ça fait partie des raisons, parce que si le maillage là n'est pas fait, ça ne va pas donner. Cette dynamique est connue en sciences politiques sous le nom de piège des acteurs de veto. Plus le nombre d'acteurs capables
de bloquer une décision est élevée, plus la capacité de réforme du système est faible. Dans le cas camerounais, si plusieurs clans disposent effectivement d'une capacité de nuisance suffisante pour retarder les décisions présidentielles, le système entre alors structurellement dans une zone d'instabilité décisionnelle, indépendamment de la volonté nominale du chef de l'État. Je prends le cas de Franck-Emmanuel Biya. Franck-Emmanuel Biya, c'est un Camerounais. Personne n'a dit le contraire. Oui, j'en viens. Franck-Emmanuel Biya, c'est un Camerounais. Et il peut bien assumer le poste de vice-président. Pourquoi? Parce que c'est un Camerounais politique. C'est très important. Et la vice-présidence, c'est un poste politique. Ça, il ne faut pas l'oblitérer. Franck est leader d'un parti politique. J'en arrive. Il est détenteur d'une carte du RDPC. Ce qui frappe dans la confrontation entre Edmond Katé et les positions défendues dans ce duel, c'est que deux méthodes, l'analyse économico-institutionnelle et la lecture politique des rapports de force, convergent vers un diagnostic commun. L'appareil d'État camerounais est dans un état de dysfonctionnement structurel qui ne peut être résolu par de simples ajustements techniques ou par la patience. La lecture institutionnelle de Edmond Katé diagnostique la panne dans les rouages de la mécanique gouvernementale. Absence de conseil des ministres, cumul des portefeuilles ministériels, obsolescence des cadres dirigeants, déconnexion entre feuilles de route ministérielles et réalité économique. La lecture politique des rapports des forces dessine, elle, les contours des équilibres claniques qui empêchent la réforme. Chaque changement touche des intérêts constitués et les détenteurs de ces intérêts disposent des leviers pour ralentir ou bloquer. Les deux dimensions sont indissociables. Un remaniement qui se limiterait à remplacer des visages sans toucher aux équilibres de pouvoir sous-jacents ne changerait rien à la mécanique profonde du blocage et une recomposition des équilibres politiques qui ne s'accompagnerait pas d'une réforme institutionnelle sérieuse ne produirait qu'une alternance de façade. C'est là que réside l'enjeu véritable de ce moment politique camerounais. Non pas seulement savoir qui sera nommé vice-président ou quels ministres seront reconduits ou écartés, mais comprendre si le système est encore capable de se réformer depuis l'intérieur, ou si la paralysie actuelle annonce une décomposition plus profonde et plus durable. Merci.